sommes le vendredi 21 août 2026. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malian TV et African TV dans le cadre de votre émission de bas Parole aux Africains consacrée à l'actualité nationale et internationale. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui semble désormais vouloir s'affirmer comme un acteur politique, sécuritaire et économique majeur dans la région. Partenariat avec la Russie, renforcement de la coopération militaire, intégration des populations, exploitation des ressources minières et énergétiques, relations avec la CEDEAO et les évolutions des équilibres diplomatiques. L'AES est-elle en train de redessiner la géopolitique du Sahel? Nous en saurons plus, bien évidemment, avec nos invités de marque. Il s'agit bien du professeur Sekou Samber Touré, historien géographe, acteur de la société civile et leader d'opinion, et de M. Larba Baraya, analyste géopolitique. Professeur, bonsoir. Bonsoir Esther, merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe de Gandhi Malien et d'African TV. Oui. Bonsoir au jeune Larba panafricaniste qui à l'avenir, je sais, va prendre le flambeau de la réussite de l'Afrique unie. Et bonsoir à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, vraiment qui trouvent ici leur salutation et la reconnaissance. Et je salue aussi le Kajit, qui est certainement un mouvement qui à l'avenir va nous montrer beaucoup de bonnes choses dans le cadre de l'évolution de l'esprit du jeune Malien vers le panafricanisme utile bien sûr. Et je salue aussi M. Kaba Touré Youssouf, qui est le deuxième vice-président des libraires et papetiers du Mali, qui aussi sont en train de se battre pour que le pays puisse se développer. D'accord, merci beaucoup, professeur. Encore une fois, merci d'avoir honoré notre invitation. Monsieur Bagaya, bonsoir. Bonsoir, Aïssa Niambele. Bonsoir à mon copanéliste, le professeur Sekou Samber Touré. Mes salutations vont à l'endroit de tous les personnels de Gandhi Malian TV et d'African TV. Je profite de votre micro pour passer mes salutations à l'endroit de tous les membres du club des amis du général Issa Diawara et à un de mes sponsors qui s'appelle Ismaël Koulibaly, qui, je disais, c'est un grand entrepreneur import-export. Présentement, il réside au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, mes salutations vont à l'endroit de lui et de tous ses collègues de travail. Merci de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de m'exprimer au niveau de votre micro. Merci. Je vous en prie. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de nos thèmes. Professeur, l'appel direct du mercredi 19 août 2026 entre le président de la transition malienne et le chef d'État de la Russie témoigne-t-il d'un partenariat stratégique dans plusieurs domaines entre la Fédération de la Russie et le Mali? Moi, je crois que c'est la goutte d'eau qui va faire dépasser la vase, le fleuve, parce que la Russie, en fait, a toujours coopéré avec des États. Mais cette coopération avec le Mali et l'AES se retrouve dans un cadre spécifique. Parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que cette coopération va au simple delà des représentations diplomatiques dans ces différents pays, mais c'est une coopération qui remonte au niveau des plus hautes autorités, non seulement du Mali, de l'AES, mais aussi de la Fédération de la Russie. Poutine, c'est un homme calme, qui communique peu, comme notre général, mais qui va toujours à l'essentiel. Et je crois que pour une des rares fois, la Fédération de la Russie fait confiance à des Noirs, parce que c'est très important, parce que venir et être trahi, souvent ça fait partie de notre quotidien. Mais cette fois-ci, Poutine a compris, la Fédération de la Russie a compris que les hommes avec qui ils peuvent travailler et avec qui ils peuvent aller loin sont aujourd'hui arrivés au pouvoir au Mali et dans l'AES. Donc c'est pourquoi ce coup de fil rassure, et ça rassure surtout les détracteurs
qui pensent que tous les jours, les Africa Corps peut se détacher et quitter le Mali, qui pensent que la Russie n'intervient pas dans le développement local des États avec lesquels il a une coopération. Je crois que tout ça là aujourd'hui, ce coup de fil va démentir tout ça. Et je crois que quand les plus hautes autorités, les présidents en l'occurrence des deux États se parlent, non seulement c'est pour parler de la question sécuritaire, mais c'est aussi pour parler de la question du développement. Il y a ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, qui en général n'est pas pris en compte, mais qui aujourd'hui, de plus en plus, devient un élément de base. L'indice de développement comme étant un élément de développement. Parce que quand on prend par exemple les États dits développés, eux, ils ont un développement économique, mais ils n'ont pas un développement, un indice de développement humain. C'est ce qui fait qu'ils ont toujours des problèmes d'inflation, de déflation au niveau de leur économie parce qu'ils n'ont pas misé l'économie sur l'évolution humaine au niveau de leurs États. Mais je crois qu'avec déjà la Russie qui est beaucoup plus axée sur le développement de l'être humain, sur la participation de l'être humain, sur les qualités de l'être humain, pour maîtriser ces différents mouvements dans lesquels il intervient sur le plan du développement, je crois qu'avec ça, aujourd'hui, on va aller au simple delà de la sécurité et de la participation des militaires russes auprès des militaires maliens. Maintenant, ça va au niveau des politiques, ça va au niveau des entreprises, au niveau du changement, au niveau même de la mentalité aujourd'hui, parce que nous voyons nos jeunes faire beaucoup de tours en Russie. C'est une façon d'échanger et d'avoir un équilibre psychologique approprié à notre coopération. Et que désormais, qu'on ne soit plus dans une coopération où on ne se comprend pas. Aujourd'hui, le langage qu'on doit faire, que ce soit le langage culturel, que ce soit le langage politique, le langage du développement et le langage de la sécurité, que ça soit uniforme compris des deux parties. Donc, je crois que ce coup de fil intervient dans ça pour nous permettre de nous rassurer qu'on est loin d'être abandonné par nos partenaires et le Mali et les autres pays de l'AES sont loin de sombrer dans les complots interminables de la France et de ses acolytes. D'accord, professeur. Compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays, peut-on aujourd'hui parler d'un partenariat de long terme plutôt que d'une simple coopération de circonstances entre la Russie et le Mali? Effectivement, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ils vont au-delà du simple fait de coopération. Parce que c'est que souvent les gens ne comprennent pas et qu'ils pensent que la Russie abandonne ses partenaires sur le terrain. Non. Si tu coopères avec la Russie pour faire une guerre à un moment donné et que ce moment-là se termine, je crois que la coopération s'arrête. Mais aujourd'hui, avec le Mali, c'est des jalons d'une coopération j'allais dire interminable. Parce que lorsque les jeunesses de part et d'autre, du Mali et de la Russie, vont se rencontrer, vont échanger, vont avoir la même vision, vont avoir les mêmes compréhensions de coopération, d'échange, d'évolution économique, je crois que ça devient presque le même peuple. Parce que le même peuple sur la mentalité, le même peuple sur la compréhension des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre que cette coopération-là, ce n'est pas une coopération circonstancielle, ce n'est pas une coopération uniquement pour embêter le regard de la France et de ses acolytes. Aujourd'hui, que la France comprenne que notre coopération avec la Russie est partie très loin parce que l'aspect culturel est en train de s'introduire. Et quand on parle de culture, on parle d'occupation non seulement territoriale, mais d'occupation mentale aussi des deux peuples. Donc, c'est pour vraiment des millénaires, quoi. Merci beaucoup pour ces analyses, Monsieur Bagaya. Le 19 août dernier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est entretenu directement avec le président russe Vladimir Poutine. Que relève cet échange sur la profondeur et les perspectives de partenariat stratégique entre ces deux pays? Alors, cet échange, vraiment, ça fait la une sur l'étoile. Je vois qu'il y a beaucoup de mercenaires médiatiques qui sont actifs sur ce dossier. C'est le président Poutine en communication avec Assimi, tout ça. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'agitation autour de cet appel.
En réalité, c'est un appel qui est vraiment important parce qu'il faut reconnaître que le président, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, c'est un homme très peu loquace. Et quand ça parle, tout le monde ouvre grandement ses oreilles. On la ferme et puis on l'écoute. Et puis, je pense que cet appel, vraiment, c'est très, très important parce qu'il faut voir ce qui a été dit. Parce que, d'une part, il y a le remerciement parce que le Mali, c'est un pays, nous ne sommes pas ingrats. La Russie nous a aidés, continue de nous aider dans nos moments les plus difficiles. Et ça va de soi. C'est normal que notre président, bien sûr qu'il soit un homme très peu loquace, mais qu'il appelle un partenaire sincère. Moi, je pense que c'est un partenaire, c'est un frère en fait. Ça va au-delà même du partenariat. C'est de la fraternité entre la Russie et le Mali maintenant. Donc cet appel, c'est un appel d'espoir, c'est un appel de remerciement et c'est un appel de reconnaissance. Donc je pense que c'est très bien fait. Et nous avons vu qu'il y a la volonté de travailler encore plus davantage. La volonté d'une part de la Fédération de la Russie et la volonté d'autre part des autorités du Mali, donc de l'AES tout entier, de travailler ensemble pour que une bonne fois pour toutes la sécurité puisse revenir au sein de l'espace AES. Le professeur Sékou Samouer l'a rappelé. Nous avons vu en fait que la Russie, le partenariat entre la Russie et les pays de l'AES, ça va au-delà même du volet sécuritaire. Il y a aussi le volet du développement, de la diplomatie. Il y a plusieurs volets qui sont en train de ressortir. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent entre la jeunesse russe et la jeunesse de l'espace AES. Ça, il faut le reconnaître. Alors, je pense, l'initiative, c'est vrai, certes, l'initiative a été malienne, parce que je pense que c'est le Mali qui a pris cette initiative d'appeler le président Poutine. L'on voit à chaque fois le président de la Côte d'Ivoire est envié, prend chaque fois des avions pour aller se rendre en France là-bas. Je ne vois pas qu'il y ait du mal entre deux partenaires qui s'appellent et puis qui essayent de trouver encore plus davantage de manière à coopérer pour que la sécurité puisse y retourner dans l'espace AES. Parce que c'est tout ce que nous demandons. Alors, je pense que cet appel, vraiment, c'est un appel d'espoir. C'est un appel qui va continuer à mettre, c'est-à-dire que des liaisons très fortes entre la Fédération de la Russie et le Mali. Et je vois aussi que, je pense que la Russie va organiser une rencontre au mois d'octobre, le sommet Russie-Afrique. C'est vrai que ça n'a pas été dit, mais je pense que le président, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, va être un invité plus que remarquable lors de cette rencontre. D'accord, Monsieur Laba. Professeur Touri, la force unifiée de l'AES a franchi un nouveau cap avec un effectif opérationnel annoncé de 18 000 soldats. Que représentent ces renforcements militaires pour la défense collective de l'espace AES? Quelles peuvent être les prochaines étapes? Ok, ceux qui n'ont pas peur ou qui pensent qu'ils n'auront pas peur de l'AES doivent commencer à se préparer à avoir peur ou à rejoindre en tout cas l'AES. Parce que ça soit clair pour tout le monde que nous avons compris que les Européens nous ont toujours blagué pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'une armée, on n'a pas besoin d'engins, l'entretien des armes. C'est une façon de nous préparer pour être colonisés par leurs mercenaires. Donc aujourd'hui, l'AES a compris que le respect qu'on peut imposer, parce que imagine la France qui fait le quart du Mali, qui vient faire embêter tout le monde ici, c'est parce qu'ils ont une armée puissante. Oui. C'est ce qui leur permet tout simplement de faire tout ça. C'est évident. Et aujourd'hui, les chefs d'État de l'AES ont compris que quel que soit le niveau de développement qu'on peut souhaiter, quel que soit, il faut avoir d'abord une armée forte pour pouvoir avoir accès à ses propres ressources. Sinon, on viendra te les prendre. Ça, c'est indéniable. Donc, avoir 18 000 hommes, pour moi, ce n'est que le début du commencement de ce que l'AES veut offrir à l'Afrique. Parce que là où les gens doivent comprendre, cette force unifiée de l'AES, ce n'est pas seulement pour l'AES. Nous, aujourd'hui, là, on a fini avec la question de sécurisation de l'AES. On se prépare à sécuriser toute l'Afrique.
Sinon, 18 000 hommes là, ça pour nous, ça c'est un début de choses. C'est juste pour avoir les différentes unités de différents niveaux de formation et d'utilisation des différentes armes qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, peut-être la seule chose qui nous manque, c'est l'arme nucléaire. Et je sais que avec déjà le Niger qui a l'uranium, c'est possible dans l'avenir qu'on puisse s'intéresser à ça. Parce que nous sommes aujourd'hui une puissance. Que ça soit clair pour les gens. Et nous sommes juste au début. Et ces 18 000 hommes, c'est pour annoncer à la France que ces 12 000 hommes qu'il a envoyés, qui étaient des hommes qui étaient pratiquement tous drogués, nous, on a 18 000 hommes. Ça, c'est uniquement force unifiée. Hein. C'est différent des armées au niveau de chaque pays. Donc, si on associe tout ça, ça, on ne connaît pas, ça peut faire peut-être une partie de la population de la France. Donc, comprendre que désormais, nous ne sommes plus des proies faciles. Nous ne sommes plus des gens à venir attaquer et retourner. Et je crois qu'ils ont compris ça avec l'attaque du 25. Ils ont compris que le Mali, l'AES, aujourd'hui dispose d'une stratégie militaire extraordinaire et ils disposent suffisamment d'hommes pour répondre aux besoins de sécuriser leur espace. Donc, 18 000 hommes, c'est juste le début. Et je sais que d'autres éléments vont venir parce qu'aujourd'hui, si on doit même calculer, la France n'a même pas de jeunes, par exemple. Nous, on a près de la moitié de la population de l'AES sont des jeunes. Et c'est les jeunes qui font l'armée. Et nous voyons aujourd'hui avec les immersions au niveau du Burkina, même les enfants commencent à avoir accès aux armes, à les connaître, peut-être plus tard à les manipuler et à ne plus avoir peur et avoir le courage d'aller affronter. Donc, on est en train de se préparer aujourd'hui pour avoir une armée d'une dimension internationale, d'une dimension africaine, où désormais nous, on va décider d'aller libérer nos autres frères des autres pays qui sont mis à disposition de l'Europe et de ses complices pour exploitation de ces ressources. On va aider nos autres frères qui sont soumis au complot de leurs dirigeants avec ces Occidentaux qui, leur objectif, c'est d'exploiter nos terres pour leurs enfants. Parce que là où ça me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, et où l'AES veut sauver l'honneur des Africains, les Français et leurs acolytes utilisent des enfants africains pour venir mourir dans des endroits africains, face à d'autres Africains, pour s'accaparer des richesses de ces pays-là, pour aller bien nourrir les Français. Donc, c'est ce que l'AES a compris et c'est pourquoi nos chefs d'État aujourd'hui sont en train d'accélérer et c'est le lieu vraiment de remercier le président Hassim, le président Ibé et le président Tchani pour avoir compris qu'aujourd'hui, au lieu de laisser nos enfants aller mourir dans l'océan, dans l'objectif d'aller en Europe, et même ça, je vous dis que c'est un piège parce que dans ça, l'Europe fait le choix, tout jeune qui arrive dans les conditions difficiles à traverser la mer, il trouve que c'est un bras valide, c'est un homme qu'il faut prendre. Pourtant, ces gens-là, on ne les ramène plus. On fait semblant de les garder dans des camps, après on les fait rentrer, ils sont dissimulés dans l'Europe, ils servent de main-d'œuvre. C'est comme au temps de la colonisation, c'est comme ça, c'est avec les dents qu'ils essayent de faire le choix des bons jeunes. Donc ces jeunes-là, on va les utiliser pour notre armée maintenant. Et tous les moyens qu'on va gagner seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment défendre les terres de l'AES et au-delà les terres de l'Afrique. D'accord, merci beaucoup, professeur. Monsieur Bagaya, le dispositif militaire conjoint de l'AES a franchi un palier historique ces mois-ci. Quelles sont les perspectives? Alors, il faut regarder le discours de Tchani. Tchani, je pense que la dernière sortie a touché un peu cette partie-là. Il a même essayé de parler un peu de la force unifiée, de la force en attente de la CEDEAO, qui est toujours en attente et qui est une force bonne tout simplement à menacer les autres États de l'Afrique qui veulent simplement leur souveraineté et la sécurité. Une force de 5 000 hommes. Hein. Une force de 5 000 hommes. Merci pour la face à une force de 18 000 hommes qui est au début. Voilà. Et puis, voilà. Là, au départ, c'était 5 000 hommes. Très rapidement, on est passé de 5 000 à 15. Et je pense que les 18 000 là, au fur et à mesure, on va essayer d'augmenter encore plus parce que le besoin est là. Il faut reconnaître que l'espace confédéral, c'est un espace qui est vraiment vaste
Nous avons une profondeur stratégique qui est remarquable, qui est considérable. Et on a plus de 2 millions de kilomètres. Plus de 2 millions. Parce que Niger, le Mali, tout simplement, ça fait plus de 1 240 230 000 kilomètres carrés. Donc, Niger aussi est plus vaste que le Mali. Donc, du coup, on se retrouve à près de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est un espace qui est vraiment vaste et nous avons besoin de bras valides. Je pense que les 18 000 hommes aussi, il faut ajouter encore plus davantage d'autres éléments pour que nous puissions continuer à travailler pour sécuriser notre espace. Professeur Sékou Samber Touré a tantôt parlé de partir au secours des autres États de l'Afrique. Oui. En réalité, l'AES ne demande que ça. Même nos diplomates le disent. La porte de l'AES n'est fermée à personne. Mais attention, prenez garde. Vous ne pouvez pas essayer de venir dans l'AES et essayer de composer avec la France. C'est d'ailleurs pourquoi je déplore un peu ce que fait le Togo, qui dit qu'il va venir au niveau de l'AES simplement pour la partie économique. On lui a répondu, en fait, l'AES, à la base, c'était pas pour de l'économie. C'est vrai que présentement, il y a les 3D qui font partie de l'AES, mais à la base, c'était pour la défense et la sécurité. Comment tu peux venir demander à rentrer dans une organisation qui, le B.A.B.A. est constitué de la sécurité seulement? C'est pas cohérent. Donc, il faut que nos frères, entre guillemets, jouent franc jeu, essayer de comprendre les enjeux qui se trouvent autour de nous et vraiment venir essayer de ne pas répondre, il faut qu'ils arrêtent de se laisser influencer par les pays impérialistes et venir tuer leurs propres frères, ou bien les pays impérialistes se servent de leur territoire comme des bases aériennes. Vous vous rappelez le parc W3? Oui, je pense que c'est le parc W. Tiani a eu beaucoup de temps à parler par rapport à ça. Le Nigeria aussi, tout ce qui se passe là-bas. En tout cas, à chaque fois que Tiani a de l'information, de près ou de loin, qui relève pas seulement de la sécurité de l'AES, qui relève tout autour les pays voisins, il dénonce ces faits-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas des dirigeants au niveau de ces pays-là qui peuvent répondre favorablement à ce que nous demandons. Ne venez pas nous aider, mais il faut être en mesure de comprendre ce qu'on est en train de faire. Bon, je pense que cette force va avoir besoin d'être dotée de moyens humains. Il faut qu'on augmente encore plus davantage le nombre et aussi mettre toutes les conditions nécessaires pour que cette force-là puisse aller sur les théâtres de façon. Il faut que ça soit une force qui est vraiment autonome en réalité. Il faut que cette force ait tous les moyens, les logistiques modernes et nécessaires à leur disposition, non seulement pour le déplacement, mais aussi pour les interventions sur le terrain. D'accord, merci. On a vu que l'AES a annoncé la mise en circulation prochaine d'une carte d'identité biométrique propre à l'espace sahélien. Qu'est-ce que cela va changer pour les populations de l'AES? Alors, avant d'en arriver au changement ou peut-être l'impact, je pense que nous allons... je pense que c'était dans la même semaine, je ne sais pas exactement quel jour, mais Tiani a été faire ses prélèvements de données biométriques. Avec lui, il y avait le Premier ministre aussi et certains ministres pour donner de l'exemple à la population. Et chose qu'il faut retenir de ce côté-là, il y a un détail très très important qu'il faut tenir compte, c'est que les données ne sont pas stockées ailleurs. Toutes les données biométriques qui ont été recueillies vont être stockées localement, autrement dit dans l'espace AES. Pour ne pas que, parce que ça, ce sont des données de souveraineté en réalité. Il ne faut pas laisser ce genre de données-là aux mains d'autres pays pour qu'ils puissent un jour se servir pour essayer de venir faire des chantages. Et je profite de cette occasion parce que quand vous regardez bien le Burkina Faso, à un moment, ils ont reçu une data center. Une data center, c'est quoi? Ce sont des machines qui permettent d'héberger les données telles que les données biométriques pour que on puisse utiliser à chaque fois que nous en avons besoin. Il ne faut pas à chaque fois que nous avons besoin de ces données-là qu'on appelle un pays tiers pour amener nos données-là. Donc, nos données vont être hébergées chez nous. Vous vous rappelez, à un moment, nous avons des génies maliens qui ont vraiment eu la ressource
de récupérer nos données biométriques qui se trouvaient au niveau de la France pour les faire venir ici. Donc tout ça là, ça rentre dans ce cadre. Et je pense que identifier les données biométriques des individus, ça va beaucoup contribuer non seulement à la circulation de la population de l'AES, au sein de l'AES, mais ça va aussi nous permettre, par la même occasion, d'avoir un contrôle sur tout ce qui vont rentrer chez nous. Parce qu'il faut reconnaître souvent il y a des mouvements qui se font, mais il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ça. Les données biométriques vont nous permettre non seulement de faciliter les déplacements, les transactions, les déplacements des populations, l'intégration en quelque sorte, et aussi accentuer encore plus davantage les efforts de contrôle de nos frontières que nos autorités sont en train de mener. Ça va encore plus accentuer ces efforts-là. Et je pense que nous allons en tirer beaucoup de bénéfices. Personne ne rentre là ou ne sortira de l'AES sans que tu ne sois identifié. D'accord, merci beaucoup. Professeur, selon vous, quel impact cette nouvelle carte d'identité pourrait avoir au niveau sous-régional pour les populations? Très bien. Moi, je crois que c'est après la sécurité, en réalité, c'est le deuxième élément sur lequel les pays de l'AES doivent travailler. Parce que la plupart du temps, nos données sont hébergées au niveau de l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent combien d'enfants naissent chez nous en Afrique. Oui. Ils savent combien d'enfants deviendront des jeunes adultes capables de produire dans 5 ans, dans 10 ans. Ils savent quelle est, eux seuls savent l'évolution de leur population. Maintenant, ils savent quelle est la mentalité aujourd'hui de ces populations-là qui évoluent. Donc, c'est en fonction de ça qu'ils préparent même les rébellions. Mais on a l'impression que souvent ce n'est rien, non. Parce qu'ils font tout pour que la jeunesse africaine et aujourd'hui la jeunesse de l'AES n'atteignent pas un certain niveau. Parce que s'ils atteignent un certain niveau, c'est des bras disponibles pour la sécurité, c'est des bras disponibles pour le développement, et c'est des bras disponibles pour faire bloc et faire face à la France et à ses acolytes, à ses complices. Donc aujourd'hui, que les pays de l'AES décident eux-mêmes de prendre en main aujourd'hui, de faire leurs propres données biométriques, moi je crois que ça c'est une très bonne chose. Parce que ça permet nous-mêmes de maîtriser l'évolution de notre population, parce que ça fait partie, moi je suis géographe, ça fait partie des calculs, non seulement économiques, ça fait partie des calculs politiques et des calculs sécuritaires. En fonction de la population, sur 10 ans, tu sais déjà quelle attitude il faut prendre face à cet espace, face à ce pays-là, pour pouvoir les vaincre. Vous voyez que, par exemple, quand on revient toujours à l'attaque du 25, où la France a envoyé 12 000 mercenaires. 12 000 mercenaires, la France ne l'envoie pas pour d'autres pays, mais pour le Mali, il l'envoie parce qu'ils savent que déjà, il y a une force unifiée de l'AES très importante, en jeunes, et ils savent que le Mali a recruté beaucoup parce qu'il y a du potentiel humain disponible. Pour mieux exploiter ce potentiel humain dont nous disposons, il serait important quand même de mettre dans l'espace, d'activer vraiment les cartes biométriques. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que il faut désormais qu'on évite de parler de Nigériens, de Burkinabés et de Maliens dans l'espace AES. Donc, la mise en circulation de la carte biométrique va essayer de mettre dans la mentalité désormais des populations qui se côtoient dans cette zone qu'il n'y a plus de limite de frontières entre nous. Que nous constituons, comme le dit la devise de l'AES, nous sommes un espace, un peuple et un même destin. Donc c'est avec cette carte biométrique qu'on va atteindre cet objectif-là qui est cité dans l'hymne de l'AES. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un élément qu'il faut accélérer parce que souvent, dans les voyages, aujourd'hui, certaines populations se plaignent du fait que quand on quitte le Mali pour aller au Burkina, vice-versa, on peut avoir des difficultés de traverser, alors que au niveau de nos autorités, tout pense à croire que vraiment c'est une libre circulation des personnes et de leurs biens. Mais de dire à la population que ça ne se fait pas comme ça. Parce que nous avons vu aujourd'hui que la France profite de beaucoup de situations pour introduire des mercenaires chez nous. Donc il est important que au niveau des frontières, au niveau des postes de contrôle, que nos autorités, que nos forces de l'ordre et de sécurité continuent à
accentuer la vérification identitaire des personnes jusqu'à ce que la carte biométrique de l'AS sorte, qui va certainement se faire chez nous avec nos propres moyens. Et Darba l'a dit, ça serait logé chez nous-mêmes, ou bien peut-être comme on a aujourd'hui des partenaires très sérieux russes, qui sont partenaires du Mali, du Niger et du Burkina, on peut utiliser leurs connaissances technologiques pour essayer de travailler sur cet aspect. Mais le plus important, c'est que à ce niveau, je crois qu'il faut se faire confiance nous-mêmes, avoir nos propres données, les stabiliser pour permettre à la population désormais de circuler dans un même espace et devenir un même peuple. D'accord, merci beaucoup, professeur. Que retenir du premier sommet des mines et de l'énergie de l'Alliance des États du Sahel tenu le 13 août dernier à Ouagadougou? Oui, je dis parce qu'aujourd'hui, nous sommes harcelés par nos mines et à cause de l'énergie aujourd'hui à travers le nucléaire disponible au Niger. Voilà les deux éléments aujourd'hui qui nous causent beaucoup d'ennuis. Oui. Donc, il est important aujourd'hui qu'on ne parle plus des mines du Mali. C'est comme la question de carte biométrique dont on vient. Il n'est plus question de parler seulement des intérêts en sous-sol malien, en sous-sol burkinabé ou nigérien. Il est important aujourd'hui de fédérer les actions d'exploitation minière et énergétique de nos États et que l'on puisse aujourd'hui essayer d'apporter une contribution pour permettre un équilibre en besoins énergétiques et en besoins de ressources minières pour les trois États de l'AES. Et pour obtenir ça, il est important que les techniciens dans ce domaine puissent se rencontrer, faire d'abord l'évaluation des minerais disponibles dans notre espace et ensuite faire l'évaluation de ceux qui existent, parce que quand on parle de ressources énergétiques, il y a l'exploitation, par exemple, de l'uranium. Il y a le fleuve aussi. Parce que nous, aujourd'hui, on a deux grands fleuves. Il y a le fleuve Niger qui va jusqu'au Niger, qui fait un détour à partir du Nigeria. Donc, tous ceci sont des éléments qu'on peut exploiter pour l'espace AES. Aujourd'hui, le fleuve peut être un très grand potentiel de production d'énergie, par exemple, pour l'espace AES. Et on peut le travailler. Et aussi voir comment est-ce qu'il faut à l'avenir préparer à mettre à disposition des États de l'Est des zones d'exploitation énergétique sur la base de l'uranium, parce que le Niger en dispose déjà. Donc, il faut qu'on évalue ces potentialités dont on a du sous-sol pour pouvoir voir, parce qu'aujourd'hui, on a l'or malien. Est-ce que l'or malien, il faut l'utiliser pour quel secteur qui puisse aider l'AES tout entière de disposer d'éléments qui puissent aider au développement. Donc, je crois que c'est vraiment une chance que nos autorités sont en train de nous donner en créant une telle opportunité pour que nos experts dans ce domaine puissent se concerter et nous faire sortir vraiment d'abord les ressources dont on dispose et ce qu'il faut pour que ces ressources puissent être utiles pour l'espace, pas essentiellement pour le pays qui produit plus. D'accord, merci beaucoup, professeur. Monsieur Bagaya, le premier sommet des mines et de l'énergie de l'AES s'est tenu le 13 août dernier à Ouagadougou. Ce dit sommet a placé les ressources naturelles au cœur de l'intégration. Quels sont les principaux enseignements et enjeux économiques de cette rencontre? Bon, cette rencontre, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont sortir à la suite de cette rencontre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'AES au départ, c'était juste pour la défense. Maintenant, nous avons vu qu'il y a 3D qui constituent, c'est-à-dire cette alliance. Il y a la défense, la diplomatie et le développement. Et dans ce cas précis, il s'agit du développement de l'espace AIS. Quand on regarde, ils ont beaucoup parlé du pétrole. Bon, certes, ce sont des ressources énergétiques, mais ils ont mis beaucoup plus d'accent sur le pétrole. Cela sous-entend beaucoup de choses. Mais je pense que nous allons nous en tenir tout simplement à l'aspect énergie. Et surtout, voilà, on va s'en tenir à l'aspect énergie. Parce que j'avais dit tantôt, la dernière fois sur le plateau, j'avais dit que, en réalité, les secteurs économiques, c'est comme les engrenages dans un moteur. Il y a un engrenage qui est principal. Lorsqu'il va commencer à être activé, tout l'ensemble va commencer à travailler en symbiose ensemble. Donc, c'est pourquoi, quand vous regardez bien les 109,14 milliards
que le ministre de la Finance, Alassane Sano, a réussi à collecter auprès des partenaires qui sont en train d'exploiter les ressources minières au niveau du Mali ici, il avait dit que ces fonds-là vont être mobilisés dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport et de l'hydraulique. Donc tout ça, l'hydraulique, comme le professeur l'a dit, et ça permet d'avoir de l'énergie aussi, avec les barrages et autres là. Donc tout tourne autour de l'énergie. Quand l'énergie est activée, il y a beaucoup de choses, il va y avoir un ouf de soulagement et on pourra dire cette fois-ci que les ressources minières des pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement les pays de l'AES, vont briller, surtout l'or. Toutes les ressources en quelque sorte vont briller pour la population sur place. Parce que si l'énergie, ok, je pense que les activités, la sécurité aussi, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'actions qui se passent pour essayer de maintenir encore plus davantage la sécurité au niveau de l'AES. Après la sécurité, automatiquement, ce sont les volets, les secteurs de développement qui vont venir en deuxième partie. Et si tu as l'énergie, quiconque a de l'énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Même la guerre qui nous est imposée là, nous avons besoin des ressources énergétiques pour ça. On a parlé tantôt de l'uranium. Pourquoi la France ne peut pas quitter le Niger? À chaque fois, il cherche un moyen de s'initier dans les affaires des Nigériens. Parce qu'il y a l'uranium au niveau du Niger. Donc, tout tourne autour de l'énergie. Et si, toutefois, les ministres qui sont chargés de s'occuper de ce domaine au niveau, dans l'espace confédéral, arrivent à faire des sommets, je pense que c'est le premier sommet, il doit y en avoir beaucoup plus, même dans cette année-là même. C'est ce que je pense, quoi. C'est ce que je propose. Qu'ils fassent beaucoup de sommets de ce genre pour que les ministres qui sont concernés puissent travailler ensemble en symbiose pour que les ressources dont dispose l'espace confédéral puisse profiter encore plus davantage à la population de l'espace confédéral. Les défis sont énormes, mais je pense que si nous parvenons à débloquer cette partie de l'énergie, ça va beaucoup arranger la population. D'accord, merci beaucoup pour ces analyses. Professeur Touré, après plusieurs tensions entre l'AES et la CEDEAO, observe-t-on aujourd'hui les signes d'un véritable dégel diplomatique entre les deux espaces? C'est là où peut-être que nous, on va un peu plus vite, quoi. C'est-à-dire, moi, je crois qu'aujourd'hui, entre l'AES et les acolytes africains de la France, on ne doit plus parler de dégel, de gel, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un premier élément. Le fondement même de création de l'AES est différent du fondement de création de la CEDEAO. L'AES a été créée par les Africains, par des autorités africaines, au bénéfice des pays africains, au bénéfice des peuples, de ceux-là qui composent l'AES. Mais la CEDEAO a été créée par la France, au bénéfice de la France, en utilisant des autorités africaines pour exploiter leurs ressources au profit de la population française. Donc tu vois que déjà on n'est pas, je crois, on ne peut même pas être en gel, en dégel, parce qu'en réalité c'est des connexions qui ne se prennent même pas. Parce que nous sommes dans la dynamique de libérer nos espaces. Nous sommes dans la dynamique de faire exploiter nos ressources au profit de nos populations. Nous sommes dans la dynamique désormais d'avoir des autorités suivant les aspirations profondes de nos populations. Ce n'est pas la même chose que la CEDEAO qui est toujours dans un jeu de la France, des complices de la France, pour l'exploitation de leur propre communauté, de leur propre peuple, pour que le jeune Français ou la population française puisse vivre mieux que l'Africain chez qui les choses s'exploitent. Regardons un peu le cas du Niger, où il y a l'uranium, mais c'est la France, c'est le Français aujourd'hui qui profite mieux de l'uranium du Niger. Et aujourd'hui, on a des autorités au Niger qui disent non, il faut que désormais, ça soit la population nigérienne qui profite d'abord et ensuite les autres. Donc, tu vois que ces deux regroupements avec deux principes et deux philosophies différentes. Donc, aujourd'hui, même aux populations de l'AES et aux autorités de l'AES, moi, je veux leur dire vraiment, désormais, il faut qu'on arrête de penser qu'on est en conflit avec l'AES, avec la CEDEAO, qu'on est en situation... Non, on n'est pas... Quand tu parles de la CEDEAO, tu parles de la France. Quand tu as des problèmes avec la France, automatiquement, tu as des problèmes avec la CEDEAO. Si aujourd'hui, le courant ne marche pas entre les autorités de l'AES avec la France,
impérativement, il n'y a pas de dégel ou de gel avec la CEDEAO. Tout l'automatisme dépend de comment est-ce que la France et nos autorités de l'AES vont s'en tenir, vont être désormais. C'est ce qui va être, c'est comme quand tu mets un liquide dans un récipient. La CEDEAO est un liquide et le récipient, c'est la France. Donc, le liquide prend la forme, la température du récipient qui le contient. Donc, aujourd'hui, la France est le récipient qui contient la CEDEAO, alors que nous sommes notre récipient dans lequel on a mis notre contenu. Donc, sur ce plan métaphysique même, il y a une très grande différence. Donc, on ne peut même pas se retrouver dans les mêmes dispositions. Il faut qu'on arrête carrément de parler. Nous sommes dans une refondation. Nous sommes dans une affirmation de notre autorité. Nous sommes dans une exploitation des ressources de nos espaces au profit de nos populations. Nous sommes dans une dynamique où nous devons avoir notre propre armée avec notre propre force, avec nos propres moyens de fonctionnement désormais. Donc, tu vois que un peu la CEDEAO n'est pas du tout dans le même dispositif que nous. Moi, c'est l'aspect que je vois et que désormais, quand on parle de l'AES, on ne peut plus parler de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est la chose tirée par la France. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Bagaya, assistons-on à un dégel entre l'AES et la CEDEAO? Avant de répondre à cette question, j'ai bien aimé l'exemple que le professeur Sekou Samer a donné. Certes, c'est un professeur d'histoire réseau, mais il a fait un peu de physique. L'eau n'a pas de forme, ça prend la forme du récipient qu'il contient. Alors, maintenant, je pense que votre question, quand on regarde bien le fond de votre question, nous avons vu tout récemment qu'il y a un référendum, qu'il y a eu un mémorandum d'attente de sécurité entre les États de la CEDEAO et la Russie. Ils ont même fait, il y a même, je pense, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, a fait un déplacement sur Moscou. Ils ont rencontré les États de la CEDEAO, ils ont rencontré Sergei Lavrov. Je pense que à la suite de cette rencontre, il y a eu cette partie-là qui est un peu sortie parce qu'ils ont parlé aussi de la sécurité au niveau du Sahel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernés par cette histoire du Sahel, alors que ce sont les États de l'AES qui sont en plein cœur dedans. Parce que quand tu parles de sécurité, c'est chez nous. C'est chez nous que la France envoie ses terroristes. Par les biens, malheureusement, de ces mêmes pays de la CEDEAO. Donc, je pense que les gens se méprennent sur les intentions de la Russie. En fait, la Russie n'est pas aussi un pays va-t-en-guerre comme ça. Parce que quand on regarde les événements de ces derniers temps, ils cherchent tous les moyens à ce que les pays de l'Afrique ouvrent les yeux sur ce qui se passe en réalité. Comme Poutine l'a lui-même dit, il n'a pas besoin de se battre contre la France, il a juste besoin de venir aider les pays qui sont dans des difficultés à cause de la France et que la France est en train de pomper leurs ressources. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique, la Russie a cette philosophie et la Russie voit en CEDEAO peut-être un partenaire potentiel qui peuvent quand même assister à la lutte contre l'insécurité au niveau du Sahel. C'est vrai que ça nous concerne directement, mais en réalité, ils voient aussi que ces pays-là doivent s'engager encore plus davantage dans cette lutte pour que ça soit définitivement terminé et que nous puissions commencer à s'intéresser à d'autres domaines d'activité pour le développement de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Je pense que c'est ce qui est en train de voir le jour. Bon, on a vu le rapprochement avec l'Algérie d'un côté. Ils ont même essayé de prolonger le mandat de l'émissaire qui est chargé de servir de médiateur entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. Je pense que ce mandataire aussi était présent lors de cette rencontre de Lavrov avec les dirigeants de la CEDEAO. Voilà, avec les représentants des dirigeants de la CEDEAO. Donc, c'était juste en quelque sorte essayer de faire rapprocher la CEDEAO de l'AES. Essayer de faire comprendre aux pays de la CEDEAO que l'AES, en réalité, ce sont des pays qui sont agressés.
ils n'ont rien demandé. Ils n'agressent personne. Ils demandent tout simplement la sécurité de leur population, la souveraineté et essayer de se développer. Et si toutefois Sergei Lavrov parvient à faire comprendre, je sais que c'est une tâche qui est vraiment difficile, mais si toutefois il parvenait à leur faire comprendre, ou du moins la moitié, parce que nous savons que le Ghana en réalité fait un peu les yeux doux au Burkina Faso. Il y a aussi Togo souvent qui fait des va-et-vient, qui organise souvent des sommets pour inviter nos ministres des Affaires étrangères. Tout ça, là, ce sont des efforts. Mais au-delà des discours, moi, je veux des actes concrets, des actes pragmatiques, tangibles, sur lesquels on peut compter pour essayer de voir la bonne volonté de certains partis, de certains pays de la CEDEAO, pour essayer de travailler ensemble et puis essayer d'éradiquer cette histoire du tourisme hors de chez nous. D'accord, Monsieur Bagaya. Quel intérêt stratégique pour le Tchad de ne pas empêcher l'attaque des groupes armés contre le Niger? Alors, nous allons essayer de voir la position du Tchad. La dernière fois, j'ai vu un discours de la femme du feu, le feu président Hissène Habré, un certain Fatima Habré, Fatima Raymond Habré, qui disait que Idriss Déby avait trahi le Mali. Idriss Déby avait trahi le Mali. Pourquoi? Elle a donné beaucoup de raisonnements. Donc, je vais me permettre d'essayer de... Nous allons en parler un peu pour voir un peu ce qui se passe, quoi. C'est vrai, la question, ça se porte entre le Tchad et le Niger. Mais nous allons essayer de voir globalement la position du Tchad vis-à-vis de l'espace confédéral, en fait. Et Idriss Déby, à la demande de la France, c'était pas le Mali. La femme là a dit que c'était pas le Mali qui avait demandé à Idriss Déby de venir, mais que c'était la France. Et que les militaires d'Idriss Déby qui étaient sur le terrain n'avaient de compte à rendre qu'à l'état-major de la France. Donc c'est pourquoi elle a dit que Déby a trahi un peuple frère pour les intérêts de la France qui voulaient la partition du Mali. Et ça n'a pas marché, fort heureusement. Mais Déby père est décédé, son enfant est venu, Déby fils, Mamad Kaka Déby, qui a pris la relève. Au départ, nous avons vu que à un moment, il était un peu en conflit avec la France. Bon, on ne dirait pas conflit, mais quand même, on peut dire peut-être divergence d'intérêt. Parce qu'il avait demandé aux militaires français qui étaient chez lui de quitter. Mais ces mêmes militaires-là, ils sont revenus en douce. Certes, ce n'était pas de façon officielle, mais quand même, ils sont de retour. Ils ont essayé de le menacer, qu'en réalité, il est en train de financer en Europe quelque chose comme ça. Et du coup, il a vu que le seul pays qui peut peut-être utiliser pour faire peur à la France, c'était la Russie. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait quelques déplacements au niveau de la Russie. Et jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas essayé de chercher un moyen de renouer la relation avec la Russie. Il continue de travailler avec la France. Et nous savons que les touristes, ce n'est plus un secret pour personne. Les touristes qui sont là sont entretenus, armés, informés par la France pour venir endeuiller toute la population de l'espace confédéral, pas seulement le Niger. Mais c'est vrai que le Niger est en frontière directe avec le Tchad et les touristes qui quittent, par exemple, ils utilisent, parce qu'à chaque fois que vous avez un mouvement terroriste, il y a un pays qui leur sert de base aérienne. Et dans ce cas, c'est le Tchad qui est en train de se laisser servir leur territoire pour que ces terroristes-là puissent venir attaquer au niveau du Niger. Maintenant, qu'est-ce que le Tchad a à gagner dans ça? Moi, je dirais rien. En tout cas, pas la population tchadienne. Peut-être le président, il peut compter, par exemple, sur la France, DGC et autres, là, pour le maintenir au pouvoir. L'on sait que comment son papa est mort. Si Déby fils ne fait pas attention, il risquera, je le dirais, il risquera quand même de subir le même sort que son papa. Parce qu'il est en train de faire un double jeu quelque part. C'est vrai que présentement, il fait beaucoup pour les Français. Mais, chose qu'il ne comprend pas, les Occidentaux finissent toujours par trahir ceux qui les ont aidés à venir endeuiller leur population. S'ils voient que, en réalité, tu commences à te rapprocher d'autres partenaires, ou bien tu commences à comprendre leur jeu et que tu vas commencer à refuser comme le Déby père a fait, ils n'auront pas de pitié. Ils vont se débarrasser de toi très bonnement.
Donc, je pense que le Tchad, en réalité, la population tchadienne ou bien le Tchad n'a pas intérêt à ce que les touristes qui viennent attaquer Niger sortent de chez nous. En réalité, c'est ce que je pense. Mais D'accord, on a compris. Professeur, des groupes armés ont récemment mené une attaque contre le Niger à travers une zone proche du Tchad. Quels pourraient être les intérêts stratégiques du Tchad dans cette nouvelle configuration sécuritaire et régionale? Très bien. Moi, je crois qu'on avait eu déjà l'opportunité d'alerter Oui, éventuellement si la position de l'Algérie fléchait, que la France va essayer de positionner le Tchad pour déstabiliser le Niger. Parce ils ont voulu, mais l'Algérie, aujourd'hui, ayant ses intérêts de passage de gazoduc avec le Niger, commence à se soustraire des relations de turbulence avec la France dans l'espace AES. Et aujourd'hui, le Tchad est en train de se positionner et à servir derrière de base pour ces éléments armés qui viennent s'attaquer au Niger. Mais je dis qu'il n'y a aucun intérêt stratégique. Il y a plutôt un intérêt de méconnaissance et d'insouciance. Parce que on sait tous ce que le Tchad a subi par le passé à cause de la France. On sait combien de fois la France a créé la sécheresse au Tchad. On sait combien de régimes la France a changé au Tchad. On sait même combien de fois la France a fait subir des atrocités à la population tchadienne tout simplement à cause de leurs intérêts. Si aujourd'hui le président tchadien ne comprend pas tout ça, je crois qu'il va subir plutôt un intérêt, comme on appelle, un intérêt stratégique de désolation et de désarroi en acceptant servir les intérêts de la France contre le Niger. Parce que aujourd'hui que Idriss Déby fils comprenne que si les relations venaient à s'améliorer entre l'AES et la France, les premiers États qu'ils vont détruire, ce seraient les États qui les ont aidés à pouvoir embêter ces pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est caché pour personne que les intérêts que la France a dans le Sahel est plus que les autres parties du monde. Aujourd'hui, c'est clair. Parce que les plus grandes réserves de mines, de minerais, de sources énergétiques de la France sont dans le Sahel. Donc, il ne sert à rien que quelqu'un d'autre pense qu'il peut être plus important au vu de la France que ces États du Sahel. Donc, ça déjà, c'est une méconnaissance. Mais je l'ai dit et je m'attendais à ça. Et je sais que dès que l'Algérie va se retirer du jeu de la France, le Tchad va être positionné. Et si les Tchadiens ne comprennent pas, ils vont se prêter au jeu. Et le retour va leur être fatal. Parce qu'aujourd'hui, que le Tchad comprenne qu'en s'attaquant au Niger, on s'attaque à 3 pays. Aujourd'hui, là, que dans la philosophie diplomatique des États, que ce soit de la France ou des autres Africains, qui comprennent qu'il y a une action scellée entre le Mali, le Niger et le Burkina. Tu t'attaques à un pays entre ces 3-là. Tu ne t'es pas attaqué au Niger, tu t'es attaqué à l'AES. Parce que c'est fondamental dans leur intervention, dans leurs actions. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a 18 000 hommes prêts. Et pour te dire qu'en réalité, on ne donne jamais le chiffre exact. Ça, c'est juste le chiffre approximatif. Pour dire à ceux-là qui peuvent être des détracteurs, faites attention. Quelque part, nous avons des hommes armés qui font la moitié de votre population. Donc, aujourd'hui, que le Tchad fasse très attention. Et nous avons vu, une fois, le président du Soudan faire un tour au Mali, parce que eux, ils sont embêtés par la France, et cette guerre civile instaurée par les Européens chez eux est alimentée quelque part par le Tchad, et ça peut leur être fatal. Donc, à eux de faire attention, parce que attention que
Nous aussi, pays de l'AES, on aide le Soudan non seulement à chasser les rebelles tchadiens qui interviennent auprès des détracteurs en Soudan, mais aussi à aider l'opposition. Aujourd'hui, il y a une opposition militaire au Tchad qui peut être soutenue par le Soudan et pourquoi pas par les pays de l'Est. Et je dis qu'il faut qu'on parte désormais vers les actions. Et le Tchad ne bénéficiera en rien parce que le jour où nos 3 dirigeants là, vont dire à la France, d'accord, viens, on va parler. Mais en premier élément, on ne veut pas, il y a de ces présidents-là, on ne veut pas leur tête. La France est prête à les éliminer pour avoir, parce que les réserves qu'ils ont prévues pour leur développement se trouvent au Sahel. C'est pourquoi ils s'affolent aujourd'hui. Donc, au Tchad, de faire très attention et de ne pas se prêter à un jeu dangereux, parce qu'en s'attaquant au Niger, on s'attaque au pays de l'AES. D'accord. Professeur, on a vu que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ont rencontré Emmanuel Macron en France dans le cadre de déplacements privés. Cette évolution de la diplomatie ouest-africaine doit-elle interpeller les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel? Voilà pourquoi, lors de la question de dégel sur la CEDEAO, je te dis qu'on n'est pas dans le même monde. Imagine que Alassane Ouattara, là-bas l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai, la mort n'a pas d'âge, mais en tout cas, il y a des gens pour qui on donne plus de taux de vie et de mort en fonction de leur âge et de leur... Oui, justement. Qui va se rendre en visite privée. Ça veut dire qu'il est parti chez son maître. Imagine un Diomaye Faye qui est un jeune qui a l'avenir devant lui, qui est devant une nation africaine qui a du potentiel pour son développement, qui a du potentiel pour s'imposer, même aller sur le plan international. Partir voir en privé son maître. Quel est ce maître-là? Emmanuel Macron, les Français eux-mêmes regrettent aujourd'hui son élection à la tête. Parce que la France n'est jamais autant tombée aussi bas avec l'élection d'un président qu'avec Emmanuel Macron. Donc, même le fou français, en réalité, préfère ne pas aller voir en visite privée. Et que nous, nos présidents, des présidents de deux pays importants pour l'Afrique de l'Ouest, pour la CEDEAO, qui se déplacent pour aller en visite privée, c'est pour aller dire, bon, mon chef, tu dis quoi? Je vais écouter des sénateurs. Et que le chef, là, ne tire pas les oreilles, il a dit désormais, là, faites tout pour que l'AES puisse tomber. Voilà la seule chose qui sanctionne cette visite privée. Parce qu'en général, dans les visites privées, il n'y a pas de communication officielle. On va juste écouter ce que le maître a à te dire et les directives qu'il te donne. Donc aujourd'hui, je me dis, s'il faut aller voir en visite privée d'État, moi, en tant que chef d'État, je vais chez un chef d'État qui a raconté des choses. Je ne vais pas me rabaisser au plus bas niveau d'un chef d'État qui est désavoué et désapprouvé par son pays lui-même. Moi, en tant que président d'un État soutenu par mon peuple, aimé par mon peuple, comme le général Assimi, le général Tchani et le capitaine Ibé, je me demande comment est-ce que ceux-ci peuvent avoir le réflexe d'aller en visite privée pour aller écouter le maître qui Emmanuel Macron. Donc je dis qu'il faudra que nos présidents arrêtent ces comportements. Être président, c'est avoir la confiance du peuple. Et aujourd'hui, l'Afrique est dans une dynamique de se libérer. L'Afrique est dans une dynamique de donner une certaine importance, une certaine valeur. Parce que je l'ai dit récemment, c'est vrai que nos premiers Africains qui sont passés n'ont pas le même niveau d'intelligence et de compréhension que nous aujourd'hui. Mais ils avaient plus de courage à s'affronter, à garder leur dignité et leur honneur. Mais sauf que les moyens dont on dispose aujourd'hui, si eux, ils avaient ça, la France n'allait jamais coloniser l'Afrique. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons cette compréhension d'aller dans des grandes écoles, de comprendre et de voir beaucoup de choses et ne pas être né sous la colonisation et avoir aujourd'hui des moyens de se défendre et qu'on continue toujours à être des moutons de Panurge de la France. Je crois que ça, c'est une situation aujourd'hui qu'on doit arrêter et nos dirigeants doivent voir plus loin. Aujourd'hui, si récemment, nous avons vu au Mali, on nous dit la junte, mais avec la libération de leurs bandits là ici, ils ont commencé à dire grâce présidentielle que le président Assimi a gracié. Donc, ils comprennent que ces gens-là, ils n'ont pas de directive, ils n'ont pas d'amis, ils ne comprennent absolument rien que comment est-ce qu'il faut détruire, massacrer pour faire vivre leur population. Comment est-ce que dans ce cadre,
on peut avoir confiance à des hommes qui partent en privé pour aller écouter des maîtres, pour venir exercer la volonté de leur maître chez nous. Je dis que cette rencontre-là n'a aucun avantage, ni pour la CEDEAO, parce que nous, on est de l'AES, c'est à eux quand même de commencer à réfléchir, voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, ni pour leur peuple. La Côte d'Ivoire, qui n'a jamais élu Alassane, qui a été imposé par la France, c'est que le président élu, mais volé, nous le connaissons tous, et Diomaye Faye, qui, par cooptage de son ami, a pu se hisser à la magistrature suprême, même s'il a fait un tour ici quand même, partir faire un tour privé chez l'autre, ça veut dire qu'il n'a rien compris des leçons de l'AS. Donc moi, je crois qu'il doit vraiment arrêter de cette attitude et donner de la valeur à l'Afrique et aux Africains. D'accord. Monsieur Bagaya, pensez-vous que l'AES doit se sentir concerné par la rencontre entre le président français et le président Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara? Je pense que tout ce qui se passe autour de nous doit nous concerner. Pas plus tard que 2 mois, il y a le chef d'état-major de l'armée française était en visite, c'était pas officiel. Il y avait les 2 autres États. Fabien Mendon était au niveau de la Côte d'Ivoire, avec son homologue de la Côte d'Ivoire et du Bénin, pour discuter de quoi? De la sécurité au niveau de l'Afrique subsaharienne. Quand on regarde bien tout ce qui se passe autour de nous, ça nous concerne de près ou de loin. Il faut voir, avant que Diomaye Faye et puis Ouattara se rencontrent au niveau de la France, il y avait une rencontre entre Ghazouani, le président de la Mauritanie, Ghazouani avec Ouattara. Ça, c'était fait en amont. Ça, c'était... On comprend que à la base, tout ça, là, ils se font des comptes rendus, quoi. En réalité, le rôle du capitaine de la France au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je pense que ce rôle-là est porté par Ouattara. Donc, du coup, les autres vassaux qui sont là, c'est lui qui va essayer de les coordonner sur le terrain, en fait. Donc, c'est logique que ces gens-là se voient, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de mouvements qui se passent au niveau de l'AES aussi, quoi. Donc, du coup, comment essayer d'anticiper sur nos mouvements? Je pense qu'ils sont dans cette dynamique. Et pour cela, ils sont obligés à chaque fois de se déplacer, parce que je suis désolé de le dire, ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, essayer de voir comment faire pour que leur pays puisse sortir de cette misère. Donc, du coup, ils se sentent obligés d'aller à chaque fois en France pour aller se rencontrer en douce et essayer de planifier des programmes sombres pour venir encore essayer d'exécuter sur le terrain. Parce que ça, c'est un combat de très, très long haleine. C'est vrai qu'il se fait vieux, Ouattara se fait vieux, il a besoin de quoi? Des relais. Donc, du coup, ils se sont obligés d'essayer de voir quel est le jeune qui peut quand même essayer, à qui ils peuvent passer le flambeau en réalité. Et je pense que c'est en Diomaye Faye ils voient ça. Mais malheureusement, je pense que Diomaye Faye, il va comprendre en fait les enjeux autour. Si jamais il va rentrer dans ce jeu avec Ouattara, je pense que ça ne sera pas bon. En réalité, pourquoi? Parce que les terroristes là ne connaissent pas, ils ne connaissent personne. Ils connaissent tout simplement les indications qu'on leur donne. Et ce sont juste des chiens méchants qui sont là. Ils vont être contrôlés par un pays impérialiste qui va essayer de leur dire allez faire ci, allez faire ça, allez faire ceci. Vous vous rappelez, je pense que c'est en 2025, je pense, il y a eu un semblant d'attaque au niveau du Sénégal, jusqu'à ce qu'un officiel français est sorti pour dire que leur présence là, ils pensent que leur présence est nécessaire au niveau du Sénégal pour pouvoir les aider à lutter contre le terrorisme. Parce que n'oublions pas, le Sénégal aussi, il a des ressources gazières et puis pétrolières. Donc du coup, la France veut mettre main basse. Quand ça va pas être bon, en tout cas pour la population sénégalaise, il faut pas qu'ils laissent leur président s'aventurer dans ce genre d'aventure vraiment qui est dangereux et qui rien de bon ne va sortir de ça.
D'accord, Monsieur Larva, nous arrivons à la fin de cette édition. Quel est votre mot de la fin? Alors, je pense que l'AES, nous devons tout simplement rester concentrés. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais nous avons beaucoup de chats à fouetter. Donc, il faut rester concentré. Et je demande à la population de ne pas oublier. Il faut toujours garder la rancune. D'accord. Parce qu'on oublie vite ici, là. Ok. Professeur, le mot de la fin, s'il vous plaît. Ok, merci, c'est te remercier pour l'invitation. Et ensuite, revenir au mot, à la phrase magique, il faut toujours rester concentré. Oui. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que l'AES est en train de créer une nouvelle dynamique et de donner un nouveau souffle dans les relations de partenariat entre des États africains et des États, entre guillemets, dits développés. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Et ensuite, maintenant, demander à la population de comprendre que cette lutte qui est en train de se mener au niveau de l'AES, c'est une lutte de longue haleine. Donc, il ne faut pas que ceux qui sont en train de mener cette lutte aujourd'hui pensent que les bénéfices et les retombées de la lutte sont pour eux. Non, non, non. C'est pour leurs fils, c'est pour leurs petits-fils et c'est pour les générations à venir. Donc, à ce niveau, je crois qu'il est important qu'on continue à maintenir le cap et à maintenir aujourd'hui ce qui est en train de nous, de faire de nous des hommes valables et incontournables dans le Sahel, et que nos populations désormais ne puissent plus souffrir parce que de façon naturelle, Dieu a donné à leur sol, à leur sous-sol, des richesses qui peuvent permettre à ces populations de vivre mieux. Et qu'on a compris qu'aujourd'hui, la France n'a jamais été un partenaire, la France n'a jamais été sincère avec nous. Aujourd'hui, nous félicitons et remercions vraiment le président Poutine pour la sincérité dans les relations qu'il mène avec nous, et féliciter nos chefs d'État de l'AES et dire bon courage à nos militaires aujourd'hui qui sont en train de se battre sur tous les fronts, et encore dire à la force unifiée de l'AES de foncer et d'aller plus fort, parce que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse capable de se battre pour nous, une jeunesse qui a l'intelligence de se battre pour nous, et la liberté totale, ça serait pour très bientôt. D'accord, merci beaucoup, professeur. Chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV et d'African TV, c'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci au professeur Sekou Samber Touré et à monsieur Larba Bagaya d'avoir une fois de plus honoré notre invitation. D'ici là, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Qu'Allah bénisse le Mali.